Les vastes étendues de l'univers recèlent une infinité de secrets et de possibilités. Et voici l'une des questions les plus intrigantes. À quoi ressemblerait la vie et nous autres en tant qu'êtres humains sur d'autres planètes ? Imagine un monde où les lois de la physique, les conditions et l'environnement sont si différents de ce à quoi nous sommes habitués. Comment évoluerions-nous pour nous adapter à ces nouvelles contrées étranges ? Voyons voir. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et possède une atmosphère très fine. Les températures y sont extrêmes, le jour atteignant plus de 426 degrés Celsius et la nuit descendant jusqu'à moins 179 degrés Celsius. Alors, que pouvons-nous faire pour survivre à ces températures insensées et aux radiations solaires constantes ? Nous pouvons peut-être nous transformer en métal comme par magie. Le titane et le platine, par exemple, supportent parfaitement ces températures élevées. Mais plus sérieusement, il existe une solution. Nous pourrions nous installer sous terre, là où les températures ne sont pas aussi extrêmes. Si nous vivions sous terre, nous pourrions développer de grands yeux afin de mieux capter la lumière. Nous pourrions aussi avoir une peau plus épaisse pour nous protéger des radiations intenses. En fait, nous avons deux options. Devenir Iron Man ou bien devenir des taupes. Passons à Vénus. Cette planète est extrêmement hostile. Tout d'abord, Vénus est connue pour son atmosphère épaisse, du type plus toxique que ton ex. Toute la planète est recouverte de dioxyde de carbone et sa surface est complètement desséchée, ce qui la rend incroyablement étouffante. La température moyenne y est d'environ 452 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des planètes les plus chaudes de notre système solaire. N'oublie pas non plus la pression incroyable qui y règne. Se tenir sur Vénus, c'est comme plonger à 920 mètres sous l'eau. Seuls des microbes terrestres les plus résistants pourraient survivre dans de telles conditions. Donc, si tu désires vivre sur Vénus, tu devras peut-être te transformer en microbe. Hélas, comme nous ne sommes pas des micro-organismes, il nous faudrait porter un équipement spécial pour y survivre. Peut-être devrions-nous nous développer un exosquelette résistant à la chaleur afin de nous protéger, ainsi que de nouveaux poumons capables de filtrer les particules toxiques de cette atmosphère. Parlons plutôt de notre cousine écarlate favorite, Mars. Le premier changement notable, après quelques centaines d'années, serait un nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur Terre, donc tes muscles et tes os auront tendance à s'atrophier. Pour compenser cette différence, tu devras manger davantage et probablement te mettre à la gym. Tu devras aussi t'adapter à la faible pression atmosphérique et aux températures plus froides. Il te faut bien un moyen de retenir la chaleur, n'est-ce pas ? Cela signifie que tu devras avoir une couche de graisse plus épaisse. Désolé, mais sur Mars, nous risquons de prendre du poids. Une raison de plus pour faire du sport. Un autre changement important se produirait au niveau de la peau. Ta peau est comme une grande barrière qui te protège des désagréments tels que les bactéries, les rayons UV ou le fait de ressembler à un monstre écorché. Que se passerait-il alors ? Eh bien, tu deviendrais très probablement orange, à cause des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont un type de nutriments que l'on trouve dans des aliments tels que les carottes, les pommes de terre, les tomates, etc. Ils protègent très bien contre les rayons ultraviolets de la planète Mars. Ils n'ont qu'un seul inconvénient. Si tu manges trop de citrouilles cultivées sur place, tu vireras progressivement à l'orange. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Peut-être que la vie sur Jupiter serait plus facile ? Oh oui, sûrement. Sauf qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium, et c'est pour ça qu'on l'appelle une géante gazeuse. Tu y tomberais tout simplement, au travers des immenses nuages. Et même si tu parvenais à atterrir et à marcher sur quelque chose, ce serait comme si tu te déplaçais dans un brouillard à couper au couteau. Alors comment évoluerions-nous là-bas ? Primo, notre taille pourrait changer pour résister aux immenses pressions. Secondo, les fluctuations de température sur Jupiter sont énormes. La surface est terriblement froide et la température augmente considérablement sous les couches extérieures de l'atmosphère. Tertio, si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langage oral. Cette géante gazeuse absorbe les ondes radio, donc même si tu parlais, personne ne pourrait t'entendre. Il n'y aurait pas non plus de musique, et donc pas de fête. À quoi bon alors ? Peut-être pourrions-nous communiquer en langage des signes ? Mais ce n'est pas si simple. Jupiter est perpétuellement agité de vents violents et de puissants orages. Il est donc peu probable que tu puisses y voir quoi que ce soit. Même si nous évoluions d'une manière ou d'une autre, notre vie n'y serait vraiment pas facile. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement admirer de près ses anneaux emblématiques. Mais c'est hélas impossible, car les anneaux de Saturne sont constitués d'un tas de particules de glace flottant dans l'espace. Il serait donc extrêmement difficile d'atterrir. Allons donc directement sur Saturne. À première vue, cette planète ne semble pas si mal.
Certaines couches de cette géante gazeuse présentent des températures plutôt agréables. Si nous plongeons plus profondément dans la planète, il fait même relativement chaud, jusqu'à -3 degrés dans sa deuxième couche. Il s'agit d'une température moyenne dans les pays comme la Suède et le Canada. Malheureusement, il ne s'agit que d'une seule de ces nombreuses couches. Le reste de la planète est incroyablement froid. Pour survivre sur Saturne, nous devrions donc faire beaucoup d'efforts. En plus du froid, nous devrions nous accommoder de l'environnement hostile de la planète, notamment ses tempêtes extrêmes, ses vents violents et ses radiations. Pour nous protéger de ces conditions, il nous faudrait encore développer une peau résistante, des techniques d'isolation, etc., etc. La planète suivante est Uranus. L'environnement d'Uranus est très différent de celui de la Terre, avec des températures beaucoup plus froides, l'absence de surface solide et une atmosphère très différente. C'est comme une autre Jupiter mais qui donnerait dans les tons bleus. Mais on pourrait plus mal tomber. Il y a même de l'eau sur Uranus. Le seul problème, c'est que la planète regorge d'ammoniac, ce produit radical que nous utilisons pour le nettoyage. Ne t'étonne donc pas si tu y sens une odeur irrespirable. De plus, il fait incroyablement froid là-bas, comme si l'hiver n'en finissait jamais. Comment survivre dans un environnement aussi sombre et hostile ? Nous aurions besoin d'une peau plus épaisse pour faire face à ces températures extrêmes. Nous aurions également besoin d'yeux plus grands pour mieux voir dans l'obscurité. Enfin, nous pourrions être amenés à développer un nouveau système auditif, comme celui des dauphins. Ce serait assez rigolo, non ? Passons à Neptune. Si des êtres humains devaient évoluer sur Neptune, il leur faudrait s'adapter à ces conditions difficiles. Neptune, la 8e planète la plus éloignée du Soleil, est une autre géante gazeuse. La seule différence est que cette planète pourrait bien avoir un noyau solide. Si nous devions vivre sur Neptune, nous n'aurions d'autre choix que de flotter ou de nager à travers son atmosphère riche en méthane. Nous devrions également développer des branchies ou un dispositif semblable pour respirer. En fait, nous deviendrions soit des reptiles de l'espace, soit des poissons cosmiques. Sur Neptune, la gravité est légèrement supérieure à celle de la Terre, mais les vents violents font qu'il est très difficile de rester en place. Pour résister au vent, il nous faudrait être beaucoup plus lourd. Là encore, il s'agit de manger beaucoup et de se muscler. Oui, techniquement ce n'est pas une planète, mais nous l'aimons toujours et nous ne pouvons pas la laisser en reste. Un monde petit, lointain et incroyablement froid. Pluton est encore plus petite que notre Lune. Et pour cette raison, il n'y a presque aucune gravité. Il sera donc très difficile de s'y tenir debout. Pour éviter de s'envoler accidentellement dans l'espace en jouant au football, il faudrait créer des machines simulant la gravité. Et si nous ne voulons pas avoir le vertige, nous devrons développer un tout nouveau système nerveux. Mais Pluton pourrait être pire. Par exemple, il y a de l'eau liquide sous sa surface, et même quelques montagnes glacées. Il serait peut-être possible d'y survivre si nous disposions d'un équipement conséquent, de vêtements, de fournitures et... Non, laisse tomber, c'est trop se compliquer la vie. Quoi qu'il en soit, de la chaleur torride de Mercure aux températures glaciales de Neptune, chaque planète présente un ensemble unique de défis environnementaux et d'opportunités d'évolution. Même si nous ne saurons jamais vraiment à quoi ressembleraient les humains sur ces autres mondes, il est passionnant d'envisager les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Ne cessons jamais de regarder en direction des étoiles et de nous poser de telles questions. Lorsque les planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent. La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelque temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats. Et puis en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète. L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement.
Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer d'épais nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude. Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses, couvrant 2/3 de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton. Boum! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 km. Puis, tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 km. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était 2 fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace? Vue d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roches. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau, beaucoup plus épais. Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète. Tu vois la pluie rocheuse se transformer en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre. Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. Boum! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composés de basalte volcanique. Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrice à base de roches molles. C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicates et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est autour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille, de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre, et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi, et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. D'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter, faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin, quelque chose de solide. C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 km. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde.
Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment, mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun. Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roches et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent, envoyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniac et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus. La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface. De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit, badaboum! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80% de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On l'appelle souvent l'océan eau ammoniac. Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion, et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum! La planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater. Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du 50e étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniac et de méthane glacé dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète, ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniac et en eau. Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. Eh bien, regarde-moi ça. Tu es sur le point de découvrir ce qui se trouve sous la surface des planètes du système solaire. Monte dans ton vaisseau spatial équipé de la plus grande foreuse que tu peux imaginer. Et c'est parti. Tu commences par Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil. À première vue, l'endroit ressemble à notre bonne vieille Lune. Mais après l'atterrissage, tu comprends que c'est juste une illusion. Tout autour de ton vaisseau spatial, il y a des cratères laissés par les météorites. La surface de la planète est parsemée d'énormes collines escarpées. Certaines d'entre elles ont une hauteur de 3 km et s'étendent sur des centaines de kilomètres. Tu commences à forer et tu comprends immédiatement que ça va être compliqué. De fait, Mercure est la deuxième planète la plus dense du système solaire, après la Terre. L'enveloppe extérieure de la Terre est constituée de 400 km de croûte solide et de manteaux rocheux. Après l'avoir traversé, tu vois le noyau métallique de Mercure. Il occupe près de 85% du volume de la planète et contient plus de fer que toutes les autres planètes connues. Tu n'as plus besoin de forer, le noyau externe est liquide. Mais une fois que tu as atteint le noyau interne solide, tu vas clairement devoir changer ta tête de foreuse.
La prochaine planète que tu vas explorer est Vénus. C'est la planète la plus chaude du système solaire. Les températures moyennes y sont assez élevées pour faire fondre le plomb. La pression sur la planète est 90 fois plus élevée que sur la Terre. Ton vaisseau spatial voyage à travers d'épais nuages d'acide sulfurique. La surface de Vénus est de couleur brun rougeâtre et elle est extrêmement sèche. Tu atterris au milieu d'une plaine plate et lisse. Ce genre de plaine recouvre les 2/3 de la surface de la planète. Eh bien, tu te mets au travail. La foreuse commence à avancer à travers la croûte. Elle est principalement constituée de basalte et fait près de 20 km de large. La couche suivante est un manteau rocheux fondu. Au bout d'un certain temps, tu as l'impression que ça ne va jamais finir. Ce n'est pas étonnant, il mesure 1900 km d'épaisseur. Enfin, tu arrives au noyau de fer métallique de la planète. Il est énorme, 2 fois plus large que le manteau. Tu vois cette sphère bleue légèrement à gauche ? C'est la Terre. Laisse-la de côté pour le moment, tu y reviendras plus tard. Pour l'instant, Mars semble beaucoup plus intéressant. Brrr, l'endroit est glacial. La température est de moins 60 degrés Celsius. La planète a l'air rougeâtre. Et dès que tu fais ton premier pas sur la surface, tu comprends pourquoi. Le sol est couvert de poussière de couleur rouille. Ces fines particules flottent également dans l'air autour de toi. Dans la majorité des cas, ici, cette couche de poussière fait 2 mètres d'épaisseur. Tu commences à forer à travers la fine croûte de la planète. Elle est composée de basalte. Très vite, tu atteins le manteau. Il est composé d'oxygène, de silicate et d'autres minéraux, un peu comme un dentifrice à base de roches molles. Le manteau de la planète rouge est beaucoup plus fin que celui de la Terre. Il fait tout au plus 1770 km d'épaisseur. Tu sens que la foreuse commence à bouger un peu différemment. Ah, ça doit être le noyau. Il est principalement composé de fer, de nickel et de soufre et mesure entre 1450 et 1900 km de diamètre. Et contrairement au noyau de la Terre, il ne bouge pas. Il est temps de visiter la plus grande planète du système solaire, Jupiter. Près de 1300 terres pourraient tenir dans cet énorme truc. Il y fait aussi une chaleur ahurissante, environ 24 000 degrés Celsius au centre. Mais tu ne peux pas atterrir sur Jupiter parce qu'elle n'a pas de surface solide. La planète est une géante gazeuse. Le mot-clé étant ici gaz. Ta foreuse n'a pas non plus d'utilité, du moins au début. En descendant, tu observes le passage d'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs. Grâce à eux, la planète a l'air colorée et joliment rayée. Tu continues à t'enfoncer vers le centre de la planète. Son atmosphère est composée de gaz d'hydrogène et d'hélium. Bientôt, tu vois l'hydrogène devenir liquide sous l'immense pression atmosphérique. Et en arrivant au centre, ce liquide se transforme en un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Tu arrives à ce qui ressemble à un noyau. Mais même avec l'aide de ton équipement, tu ne peux pas savoir si c'est une boule de liquide en fusion ou une roche solide qui fait de 14 à 18 fois la masse de la Terre. Peut-être qu'un jour les astronomes t'aideront à répondre à cette question. La planète suivante s'avère exceptionnellement venteuse. Comme moi, je lâche parfois des vents. Les vents sur Saturne soufflent à plus de 1770 km/h à l'équateur. Vu d'en haut, on dirait que la géante gazeuse a une surface solide, brun jaunâtre. Tu passes à travers plusieurs couches de nuages différentes. Et soudain, tu réalises que tu ne peux pas faire atterrir ton vaisseau spatial ici non plus. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Elle n'a qu'un 1/8 de la densité moyenne de la Terre. Si tu trouvais un bassin d'eau assez grand pour contenir cette planète, la géante gazeuse flotterait. Si tu avais continué à descendre, tu aurais peut-être trouvé le noyau de Saturne. Il est probablement rocheux avec de l'hydrogène et de l'hélium autour. Ah, tu t'approches de la géante de glace Uranus. Ce qui veut dire qu'il y aura une surface sur laquelle atterrir. Ou pas. La planète n'est pas solide. Tu traverses la haute atmosphère et tu t'enfonces dans le centre liquide et glacé. La glace, qui représente 80% de la masse de la planète, est en fait un fluide chaud et dense. Elle est composée d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. Cette partie de la planète est parfois appelée océan d'eau et d'ammoniac. Cette glace entoure un noyau rocheux solide. C'est là que tu peux enfin utiliser ta foreuse. Le noyau est petit, il fait la moitié de la masse de la Terre. Comparé à d'autres planètes, on pourrait dire qu'elle est assez froide, seulement 5000 degrés Celsius. Tu arrives au point le plus éloigné de ton voyage, Neptune.
Elle fait 4 fois la taille de la Terre, mais 17 fois plus lourde. La surface bleutée que tu vois en t'approchant est une couche de nuages permanents et de gaz tourbillonnants. Sous cette surface, il y a un grand manteau, liquide et chaud. Le manteau est riche en méthane, en ammoniac et en eau, et équivaut à 15 fois la masse terrestre. Enfin, tu as quelque chose à forer. Le noyau de la planète est solide. Il est principalement constitué de fer et d'autres métaux. Tu continues à forer jusqu'à une profondeur de 7200 km. Les astronomes sont presque sûrs que c'est là que tu peux trouver une couche de diamants. C'est vrai, il y pleut des cristaux de diamants. Il est temps de rentrer à la maison. Les gens ont déjà foré des trous assez impressionnants ici, mais ils n'ont jamais été assez profonds pour traverser la croûte. Une fois que les foreuses parcourent un tiers du chemin, la température atteint les 180 degrés Celsius et l'équipement ne peut plus fonctionner. Mais ta foreuse est bien plus puissante que cela. C'est pourquoi tu te déplaces facilement à travers la croûte. Elle occupe 1% du volume de la Terre et elle est séparée en plaques tectoniques. Elle laisse la chaleur s'échapper de l'intérieur de la Terre. Ensuite, tu atteins le manteau. Cette couche a une épaisseur d'environ 3000 km et représente près de 84% du volume de la planète. Elle est constituée de roches silicatées riches en fer et en magnésium. Tu n'as plus besoin de forer. Le noyau extérieur de 2400 km d'épaisseur est liquide. Il est constitué de fer et de nickel, mais la pression n'est pas assez élevée pour qu'il soit solide. Tu passes la frontière entre le noyau externe et le noyau interne. C'est tout un défi. La température est de 6000 degrés Celsius, aussi élevée qu'à la surface du Soleil. Et la pression est de 3,3 millions de fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Le noyau interne est une boule solide faite de fer et de nickel. Son rayon est de 1200 km. C'est 20% du rayon de la Terre et 80% de celui de la Lune. Les scientifiques savent ce qui se passe sous la croûte des planètes qui sont à des millions et des milliards de kilomètres de nous. Et ils n'ont même pas besoin d'y aller, de forer à travers leur surface et de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ils combinent des informations sur la densité de la planète, le champ magnétique, les chaînes de montagnes, la chaleur et l'activité sismique pour formuler des hypothèses intelligentes. Par exemple, le champ magnétique de la Terre nous protège, ainsi que l'atmosphère, des éruptions et des vents solaires. Les scientifiques pensent que cela est possible grâce au noyau de fer chaud à l'intérieur de la planète. Il tourne et génère une protection invisible, comme une énorme dynamo chaude et brûlante. Et ce champ magnétique est bien plus fort que celui de Mars. Cela signifie probablement que quelque chose est arrivé au noyau de la planète rouge. Peut-être qu'il s'est refroidi et s'est en quelque sorte éteint. Ou peut-être qu'il n'y avait pas de champ magnétique dès le début. Il y a beaucoup de volcans actifs à la surface de la Terre. C'est ainsi que les scientifiques peuvent conclure qu'il doit y avoir une croûte relativement mince. Et le manteau doit être fait de magma liquide. Mais les volcans martiens ne sont plus actifs. À un moment donné, il y a pu y avoir un manteau de liquide chaud sous la croûte de la planète. Mais après la formation des volcans, quelque chose a mal tourné. L'intérieur s'est probablement refroidi. Ou bien les croûtes sont devenues plus épaisses. Quoi qu'il en soit, cela a réussi à empêcher le magma de remonter à la surface. Et en plus, il y a aussi l'activité sismique. Si de nombreux tremblements de terre, ou de Mars ou de Vénus se produisent sur la planète, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sous la surface. En ce qui concerne la Terre, cela est dû au mouvement des plaques tectoniques. La plupart des tremblements de terre se produisent le long de leur bord. Si l'activité sismique est faible sur une planète, cela peut pouvoir indiquer qu'il n'y a pas de plaques tectoniques. Dans ce cas, tout est calme dedans. Les chercheurs accordent également une attention particulière au temps qu'il faut à une onde sismique pour traverser une planète ou à la façon dont elle résonne à l'intérieur. Cela peut être utile pour obtenir plus d'informations sur la densité de la croûte, la composition du manteau, etc. Mais les scientifiques doivent être extrêmement prudents quant aux causes de ces tremblements de terre. Parfois, ils peuvent se produire du fait d'un impact de météorites sur la planète. Et cela n'a aucun rapport avec les processus qui se déroulent sous la surface. Bien sûr, ces deux dernières méthodes ne fonctionnent qu'avec des planètes rocheuses, principalement parce que les géantes gazeuses n'ont ni volcan ni activité sismique. Bon sang, toute cette discussion sur les croûtes fines et les croûtes épaisses me donne faim. Ça te dirait une pizza ?